Dans cet épisode, nous aurons le plaisir de recevoir Sébastien Armleder, CEO de la société Cryptnox, basée à Genève. Il nous parlera de la carte à puce que sa société propose, une carte à puce reliée à l'univers de la blockchain et à l'univers traditionnel de la banque. On parlera des challenges de l'adoption liés à l'adoption d'une telle technologie. Des enjeux du paiement en crypto-monnaie. Et en quoi cette technologie pourrait être un véritable game changer en Suisse, mais aussi ailleurs. Alors à tout de suite. Bonjour Sébastien Armleder, vous êtes le CEO et fondateur de la société Cryptnox. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, merci de me recevoir. On voit qu'en fait la technologie est là, mais qu'on doit aussi donc avoir une adaptation finalement des mœurs, des habitudes et tout ça. On a vu à quelle rapidité aussi les gens se sont habitués à certains outils comme Twint. Ça finalement c'est une évolution de Twint, voilà, on pourrait peut-être le dire comme ça. Il y a ce point-là que vous souleviez, je pense, par rapport à la politique et par rapport à l'implication justement des pouvoirs publics. Il se trouve que là, on parle de monnaie. Donc, frapper monnaie, c'est quand même le rôle d'un État. Que les banques soient à côté des États, ça, on peut l'entendre. Mais est-ce qu'il y a juste cette question qui a à se poser sur une adoption plus généralisée? Dans quelle mesure un État va quand même laisser, pas filer, mais permettre des transactions via des monnaies sur lesquelles elle n'a aucune prise, en fait. Alors que la force d'un État, d'une certaine manière, c'est quand même de frapper sa monnaie. Absolument. Il est clair que les politiques monétaires des États, le contrôle par les États des monnaies nationales est quand même quelque part quelque chose qui est encore nécessaire. Je crois qu'à terme, nous pourrons arriver un jour à une monnaie qui soit complètement décentralisée, qui soit au final déconnectée des États. Mais je crois qu'aujourd'hui, le monde est encore trop compliqué pour complètement remplacer les monnaies nationales. Et effectivement, quand un pays a sa porte-monnaie, contrôle la création monétaire de sa monnaie nationale, il doit quand même maintenir un certain contrôle sur les opérations, qu'elles soient faites de manière directe ou indirecte sur sa propre monnaie. Maintenant, peut-être, nous, on parle d'un point de vue fondamentalement suisse, donc avec une technologie financière qui est assez en fait avancée. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on sait que voilà, le système bancaire n'est pas toujours aussi développé que dans nos contrées. Est-ce que vous avez aussi, est-ce que finalement les use cases auxquels répond en fait votre technologie aujourd'hui ne touche pas davantage des pays en voie de développement? Est-ce que en fait, c'est aussi dans l'objectif de Cryptnox de viser aussi une évolution, ce qu'on appelle un leapfrog en anglais, pour des pays qui seraient donc moins développés, par exemple, que la Suisse? C'est clairement une des situations dans lesquelles notre solution peut vraiment s'appliquer et résoudre un problème existant, ce qu'on appelle communément banking the unbanked, c'est-à-dire des populations qui n'ont pas accès à des comptes en banque pour faire des transactions bancaires. Et pour quelle raison? Parce que c'est quand même compliqué d'ouvrir un compte en banque dans certains pays. Il faut avoir un certain niveau de revenus, il faut avoir une situation, il faut avoir la documentation. Il y a plein de raisons pour lesquelles aujourd'hui ouvrir un compte est pratique pour beaucoup de gens. Comme on sait, la technologie blockchain permet d'ouvrir un compte quelque part en générant une paire de clés. En fait, la carte elle-même devient lui-même le compte en banque. Donc, le fait de recevoir une carte permet en fait d'avoir immédiatement un compte en banque. Donc, un porte-monnaie qui soit digital, bien sûr, donc un porte-monnaie digital, une partie hardware, donc il y a en fait finalement quelque chose de physique, et en même temps, il y a forcément du software autour pour entourer du coup ce hardware. Mais du coup, le porte-monnaie, c'est un porte-monnaie digital physique, si vous me permettez cette expression. Tout à fait. Donc il y a sur le marché, il y a deux types de portefeuilles. Il y a les wallets software et les wallets hardware. Donc nous vraiment, on se focalise sur la solution hardware. Effectivement, et donc il y a toute une partie de la solution la grosse partie, la partie principale de la solution est intégrée dans la carte à puce elle-même. C'est la carte à puce
qui a la fonctionnalité de wallet. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que une de nos préoccupations principales, c'est vraiment, comme je l'ai dit avant, la facilité d'utilisation. Et quand on parle de facilité d'utilisation, on parle de backup. Un des problèmes qu'on retrouve très souvent dans toutes les technologies wallet qui sont sur le marché aujourd'hui, c'est la gestion de la clé privée. Avec nos technologies, nous facilitons énormément la gestion de la clé privée. D'accord, donc finalement, il y a une base très solide technique, mais en tant qu'utilisateur, j'ai une facilité d'accès par rapport à ce wallet-là. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas me demander d'avoir des étapes trop techniques préalablement avant que j'installe pour l'installation ou des choses comme ça, j'imagine. Tout à fait. Nous avons une solution qui est très très simple pour l'utilisateur, très compliquée derrière au niveau technologique, mais qui permet d'une initialisation de 2 cartes à puce en parallèle, l'une étant utilisée pour le backup et l'autre étant utilisée de manière générale, qui permet de démarrer un wallet en moins d'1 minute. Super. Mais là, on utilise pas mal de termes, donc le wallet, la technologie, le hardware, le software, mais finalement, c'est une carte. Et il y a ce mot qu'on comprend tous, le terme carte à puce. Et avec tous ces mots modernes, la blockchain et autres, est-ce que d'utiliser une carte, finalement, c'est pas un peu désuet ? Alors, j'entends très souvent ce commentaire sur les cartes à puce, que c'est un petit peu idiot. Il y a aujourd'hui 22 milliards de cartes de paiement basées sur la technologie carte à puce en circulation. Les prévisions pour 2025 sont d'en avoir 30 milliards en circulation, donc pas du tout. La carte à puce, effectivement, existe depuis un certain temps. Est-ce qu'elle va disparaître comme le fil, le CD-ROM demain matin? Franchement, je ne crois pas. Si vous prenez le nombre de cartes par citoyen américain, je crois qu'on arrive jusqu'à 5 cartes par personne. Donc, très souvent, les deux, la technologie 100% téléphone et la technologie carte à puce coexistent. Donc, les gens vont utiliser soit l'une, soit l'autre. Le fait d'avoir une carte qui n'a pas besoin d'alimentation, ça permet de l'utiliser même si son téléphone est en panne. Tout le monde est égaré parce que la carte fonctionnera pour le coup. Est-ce que c'est aussi le fait de passer par la carte une manière de faciliter l'accès justement à ces technologies? Parce que c'est rassurant, c'est un objet qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir dans nos portefeuilles physiques, tangibles. Est-ce que ça faisait partie des choix, le fait de prendre ce format-là par rapport à d'autres sociétés ou d'autres concurrents? Tout à fait. C'était une des idées qu'on a eues au départ. On s'est dit, on veut que pour l'utilisateur, il soit effectivement, utiliser le terme rassuré, par un objet physique pour lequel il a déjà l'habitude d'utiliser. Qu'est-ce que vous proposez finalement? Cryptnox propose une sorte de porte-monnaie digital, si on veut résumer. Un porte-monnaie digital qui serait donc facile d'accès à tout le monde. Mais qu'est-ce que ça change en réalité pour les utilisateurs? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui offrent des porte-monnaies digitaux. Il y a la partie hardware et il y a la partie software. Donc, on s'est concentré sur le développement du partie hardware qui va permettre une utilisation de la carte à puce elle-même en tant que wallet. Donc, c'est vraiment de la wallet tech. Et il y a d'un côté la partie hardware et de l'autre côté la partie software. Et il faut qu'il y ait une harmonie entre les deux parties pour pouvoir proposer une solution qui soit la plus facile pour les utilisateurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cartes ou de providers qui ont justement des services liés à la crypto, où on vous émet une carte et vous pouvez payer avec votre Bitcoin. C'est un petit peu aussi la proposition que vous faites, malgré le fait qu'on peut dire que vous poussez le modèle quand même un peu plus loin. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un petit peu? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette peut-être avenir qui pourrait se dessiner avec les crypto-monnaies et dont votre carte pourrait être donc du coup un élément essentiel pour les consommateurs? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Donc l'utilisation de la crypto, quelle crypto déjà?
Absolument, absolument. Alors, il faut bien... oui, alors, il est important de préciser que nos cartes ne sont pas des cartes de paiement comme Visa ou Mastercard. Ce sont vraiment des wallets pour la blockchain. Elles permettent la signature de transactions blockchain qui sont directement enregistrées par tel ou tel network de telle ou telle chaîne. Et vous imaginez du coup ce futur avec en fait des cartes qui pourraient contenir du coup un système relié à Visa, un autre système relié à la blockchain et du coup donc une sorte de démocratisation, si je comprends bien, c'est un peu l'avenir que vous voyez, des paiements en crypto. Absolument. On travaille beaucoup sur une expérience utilisateur qui soit très proche de celle de l'utilisation d'une carte Visa ou Mastercard ou débit quelconque. Et donc, on est très confiant de pouvoir répliquer une expérience de paiement, que ce soit entre Visa, Mastercard ou un paiement qui serait effectué 100% sur une blockchain, sans que l'utilisateur ne voit vraiment la différence. Puis du coup, j'imagine qu'on n'aura pas le même coût en fait entre une transaction qui pourrait être faite par une transaction Polygon, par exemple, sur Polygon, où on sait que les frais sont très bas, vis-à-vis d'une transaction qui est passée par le système Visa, où je crois que le taux est de 3%. Par rapport aux marchands, finalement, ça pourrait être aussi une solution intéressante de pouvoir en fait avoir cet outil, cet instrument un peu ambivalent. Oui, ça va tout à fait dans le sens des solutions que nous sommes en train de développer. Quand on fait une transaction Visa, il y a une multitude d'intermédiaires qui sont connus ou un petit peu cachés derrière la transaction même. Il y a des coûts qu'on peut aussi voir en direct, mais il peut aussi y avoir des coûts qui sont cachés. Si on fait une transaction qui est 100% on-chain, comme on dit, dans ce cas-là, le seul coût éventuel est celui du network qui est utilisé. Si on prend l'exemple de la chaîne Polygon, si on prend le use case qui pour nous est le plus évident, c'est celui de stablecoin sur une chaîne de type Polygon, Phantom, Optimist. Il y en a plusieurs qui peuvent le faire et qui sont très très bon marché. Effectivement, là, le coût est quasiment nul. Donc votre succès aussi a indexé au développement des stablecoins et c'est vrai que... Absolument, c'est le monde des paiements blockchain. On pense clairement que ce soit l'avenir. On est assez convaincu que le système bancaire actuel va adopter et intégrer dans ses services des paiements en monnaie digitale. Et c'est là que notre solution de carte à puce et son expérience utilisateur très proche des cartes de débit, cartes de crédit actuelles, aura tout son intérêt, trouvera tout son intérêt. Très bien. Parfait. La dernière question. On arrive au bout de cette interview. Est-ce qu'on a une dernière question surprise pour vous? Alors on y va. On paye par carte ou on paye par cash? C'est votre dernier achat. Votre dernier achat. Ah, moi c'est quand même par carte. D'accord. Et on est moi avec mon téléphone. Ah bah voilà. Faites mentir la statistique. Merci beaucoup Sébastien Armeda. Merci. À vous.